Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'avantage des livres, enfin l'un des avantages des livres, c'est qu'ils nous permettent de réfléchir sans nous limiter à l'écume des choses. Cette émission est consacrée ce soir à la justice et à la prison. Je vous présente tout de suite vos invités. Jean-Marc Théoler, alors vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire et pendant près d'un demi-siècle, vous avez couvert tous les grands procès pour le journal Le Monde. C'est à nouveau un livre passionnant et dérangeant, fait de récits et de réflexions. Vous l'avez intitulé L'accusé, avec un E, avec pas mal d'ironie, parce que l'accusé, bien sûr, c'est la justice et c'est publié chez Robert Laffont. Michel Dubec, vous êtes psychiatre, psychanalyste et vous êtes expert, comme on dit, auprès des tribunaux. À ce titre, vous avez donc donné votre avis sur pas mal de criminels. Avec Claude Cherki-Niclès, qui est aussi psychanalyste, vous nous faites partager votre expérience dans Crime et Sentiments, non pas Crime et Châtiment, mais Crime et Sentiments, publié au Seuil. Vous analysez un certain nombre de crimes en essayant de découvrir les ressorts qui ont amené ou qui amènent un homme ou une femme à les commettre et à en répondre devant la justice. Frédéric Boyer, je vous ai invité pour un roman, ce sera le seul roman d'ailleurs ce soir, justement intitulé En prison. C'est l'histoire d'un jeune homme qui accepte d'être professeur dans une prison et dont la vie va être bouleversée par ce qu'il va y découvrir. J'imagine que c'est une histoire qui vous concerne très directement. En tout cas, c'est votre deuxième roman après La Consolation et c'est publié par POL. Enfin, ou plutôt pour commencer, Robert Badinter. Alors est-il utile de rappeler que vous êtes aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, que vous avez été ministre de la Justice, garde des Sceaux comme on dit, et que c'est vous qui avez fait voter l'abolition de la peine de mort après avoir longtemps milité en qualité d'avocat. Alors un livre de votre main est toujours un événement et celui que vous consacrez aujourd'hui à la prison républicaine, publié chez Fayard, ne manque pas à la règle. Il faut dire que c'est un problème qui vous concerne à deux titres. Vous l'avez vécu en tant qu'avocat et en tant que ministre des prisons en définitive. Oui, c'est vrai avec une nuance en ce qui concerne l'avocat. Vous savez, les avocats de la prison, ils connaissent un parcours très balisé. C'est la porte, le greffe, le parloir, les sorties. Pas envie d'en savoir plus ? Vous ne le découvrez pas. Si, on vous en parle beaucoup. Vous la pressentez, comme ça, vous l'imaginez, on vous la raconte, mais vous sortez et la vie continue. Pour le ministre, c'est un autre problème. Et c'est vrai que ce qui m'a amené à ce livre, et bien avant cela, un long travail préliminaire, c'est une interrogation majeure et constante sur cette institution extraordinaire. Ça fait 2 siècles qu'elle a été inventée comme peine, invention de la Révolution. Ça fait 2 siècles que partout, et toujours l'on dit, la prison est faite pour punir, c'est certain, pour dissuader, on s'interroge, et pour amender. Et là, depuis 2 siècles, on constate que loin d'amender, eh bien, la prison, c'est comme on disait au XIXe siècle, le séminaire du crime, l'école du vice, et en tout cas, cela facilite ou favorise plus la récidive que la réinsertion. Donc c'est une institution qui porte en elle-même sa contradiction, et en même temps, elle dure. Alors, elle méritait, je pense, une étude, et dès 83-84, j'avais décidé de m'attacher, alors là, d'un point de vue historique, à la prison, essayer de mieux cerner cette institution si complexe. Alors, punir, dissuader, amender, c'est un peu le rêve républicain de la prison, ça. C'est un rêve qui demeure aujourd'hui. C'est ce qu'on répète toujours. C'est une projection d'une prison idéale, et puis à la prison réelle. Et pour montrer la continuité, le procureur général Truche, que Théoler et moi connaissons bien, me disait que maintenant, à ce moment où nous parlons, le taux de récidive chez les mineurs qui ont été en prison et chez les jeunes gens de 18-20 ans est de l'ordre de 60% dans les 5 années qui suivent. Et l'on ne parle là, évidemment, que de ceux que l'on arrêtera. C'est dire que la prison comme moyen de réinsertion, non, ce n'est pas cela. Et c'est pourquoi je voulais absolument aller plus loin dans l'analyse sur la prison et que j'ai
j'ai conduit avec Michel Perrault un séminaire aux hautes études pour étudier... Michel Perrault. Oui, qui connaît admirablement le problème de la prison et le problème de la fin du XIXe siècle, les conditions sociales de la fin du XIXe siècle, parce que pour bien comprendre une institution qui demeure secrète quand même, assez mystérieuse, il fallait étudier sur une longue période, et sur une période stable. Et la Troisième République, celle des pères fondateurs, jusqu'en 1914, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de révolution, il y a une société qui évolue, mais qui n'est pas bouleversée, et de surcroît, ce qui m'intéressait moi tout particulièrement, je l'avoue, c'était de voir quel avait été le comportement des grands républicains, des hommes qui se réclamaient d'une idéologie de progrès, des valeurs de 89, de l'idée que l'instruction publique allait... Les Clémenceau, les Gambetta... tous, et de voir s'ils avaient eu, ils sont arrivés au pouvoir avec une idée très précise de la République, des institutions, des libertés, de l'armée, de l'école républicaine, et je me suis dit, au fond, est-ce qu'il existait, est-ce qu'il n'a jamais existé une prison républicaine? Et voilà, c'est le récit du voyage. Mais justement, c'est la grande surprise lorsque j'ai entendu dire que Robert Badinter préparait un livre sur les prisons. Je me suis dit, il va nous parler de la prison aujourd'hui. Vous avez choisi une période stable sans doute, mais très courte, puisque c'est la fin de l'Empire, du Deuxième Empire, 71, et la veille de la Première Guerre mondiale. Parce que c'est l'époque fondatrice de ce qu'est la prison aujourd'hui? Non, précisément parce que je voulais voir le choc entre les valeurs républicaines et l'institution pénitentiaire. Et je dois vous dire que ça nous a conduit bien au-delà du projet initial. Vous savez, ce livre, j'ai eu un peu l'impression que c'était pour moi comme les poupées russes, mais dans l'autre sens. Car par là, la prison d'abord, puis j'ai compris qu'on ne pouvait pas étudier la prison sans étudier la politique judiciaire dans son ensemble. Puis de la politique judiciaire, il a fallu passer à la politique tout court. Et voilà comment le livre et les recherches ont pris une ampleur que j'avoue n'avoir pas prévu au début, mais je ne regrette rien. Alors c'est quand même, et c'est ce qui est le plus frappant dans ce livre, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Marc Thiollet, ce que vous en pensez tous, mais c'est quand même l'histoire d'un rendez-vous manqué entre la République et la prison. Ah, c'est le moins qu'on en puisse dire. Je ne peux pas dire qu'on en sorte. C'est le grand échec. C'est le grand échec, pas complètement. L'école, c'est plutôt réussi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que l'école, c'est une réussite. C'est vrai que la construction de la République, c'est une réussite. C'est vrai que l'armée, la conscription, l'armée républicaine, c'est une réussite. C'est vrai qu'il y a un progrès social. Et c'est vrai que les prisons stagnent, demeurent, et qu'au fond, les républicains lui sont totalement indifférents. C'est cela ce qu'il y a de plus saisissant. Mais tout de même, il y a aussi un actif. C'est que dans leur politique judiciaire, s'ils n'ont pas changé les prisons, au moins les ont-ils sensiblement vidées. Et ça n'est pas... quelque chose qu'il faille négliger. Jean-Marc Thiollet, quel regard vous avez porté sur ce livre de Robert Badinter? Ce livre m'a intéressé à plus d'un titre. D'abord, par le sujet même, c'est-à-dire cette prison républicaine, parce que la République espérait faire de la prison, ou prétendait faire de la prison. Et aussi par les discours qui sont tenus. Robert Badinter faisait état des personnalités qui se sont manifestées dans ce grand débat. Ce qui m'a le plus frappé, c'est celui de Clémenceau. Ah ouais. Où on a un Clémenceau d'extrême gauche, car à l'époque, il est radical socialiste, c'est l'extrême gauche de l'époque. Qui a connu la prison, il y a goûté. Il a connu la prison. Et lorsque vient ce projet de relégation, enfin de relégation par la transportation en Nouvelle-Calédonie. Donc la déportation dans les bagnes. Pour les petits délits, pour les mineurs. Les délits mineurs, je veux dire. Alors là, il est contre ce projet d'une façon extraordinaire. Une fois qu'il est devenu, un certain nombre d'années plus tard, ministre de l'Intérieur, et à l'époque se trouvant donc en charge des prisons, puisqu'elle dépendait du ministère de l'Intérieur, ne sont passés qu'à la justice que plus tard. Et alors là, on aperçoit un discours qui est le discours sécuritaire, que l'on entend toujours et qui ne fait que se renouveler. Moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que le discours qu'on y trouve, c'est effectivement le discours d'aujourd'hui. Il n'a pratiquement pas changé d'avec le temps. Il y a pas de résonance, vous êtes d'accord avec ça? Ah oui. C'est saisissant. C'est saisissant, c'est la même chose pour la presse. Quand on construit Fresnes, clameur générale, quel scandale, Fresnes Palace, et alors on voit partout la représentation de l'Apache, puisque c'était le terme, dans sa cellule, le long dresse aux lèvres. Le 3 étoiles, comme on disait parfois. Fresnes Palace. On l'appelait Fresnes Palace à cette époque-là, et une protestation générale, indignée contre une prison comme ça aussi moderne. Un outrage, disait-on, et la ville de Fresnes qui rejette la prison, qui ne veut pas entendre parler. Et qui se trouve même jusqu'à refuser l'inhumation dans le cimetière.
Parce qu'il ne faut même pas qu'il y ait un corps de prisonnier dans ce cimetière. Et les femmes ne veulent pas accoucher dans la région de peur qu'on pense qu'elles ont accouché à la prison. C'est ça. C'est-à-dire que ainsi, ça revient à la stigmatisation. Et c'est 673 habitants, Fresnes à l'époque. C'est une banlieue assez pauvre. C'est un conseil municipal très à gauche, avec des procès-verbaux indignés, un style flamboyant, pour dénoncer comme ça l'inhumation côte à côte des honnêtes gens et des scélérats. La mort, l'exclusion doit continuer. Ce qui explique d'ailleurs pour une bonne part ce qui finalement pour moi m'est apparu l'essentiel en termes de cette quête, c'est que dans une démocratie, je laisse de côté les États totalitaires, quand on méprise l'homme, on ne va pas améliorer les prisons. On les réserve à ses ennemis politiques et à ceux... Bon. Mais dans une démocratie, il m'est apparu, et justement à la lumière de cette longue histoire, qu'il pèse sur la prison ce que j'appelle une loi d'airain. Il n'est pas possible d'améliorer la condition des prisonniers au-delà, au-dessus du seuil des plus défavorisés. Vous nous parlez d'aujourd'hui, là. De tout temps. Ouais. De tout temps pour une raison très simple. C'est que, je dirais, la collectivité, le public ne le supporte pas. On dit, mais enfin, c'est inimaginable. Il a été condamné. Il a enfreint la loi. Et il serait mieux traité qu'un travailleur qui, lui, vit dans des conditions qui sont très difficiles. Donc, il y a immédiatement rejet, blocage. Et comme on est dans une démocratie, eh bien, évidemment, il est très difficile politiquement d'aller contre. Donc, vous voyez, c'est cela. Le seuil possible, c'est jusqu'à la condition sociale la plus défavorisée, pas plus loin. Mais aujourd'hui, c'est le premier frein à la réforme, à l'humanisation, je ne sais pas ce qu'il faut dire des prisons. Je crois qu'il faut être clair. Vous avez dans toute société des priorités. Vous avez toujours des priorités qu'il faut remplir, des besoins urgents. Le problème des prisons appelle une transformation, une humanisation. Mais on pose la question, quand